Comment est-ce qu'un candidat choisi et adoubé par Donald Trump lui-même se fait huer hors de la scène par un public de jeunes militants conservateurs dans un État que Trump a gagné haut la main? Parce que c'est exactement ce qui vient de se passer dans l'Ohio. Vivek Ramaswamy, l'homme que Trump a poussé pour prendre le poste de gouverneur, est monté sur scène devant la conférence des Young Americans for Liberty, un rassemblement libertarien de droite, le genre d'endroit où on s'attend à ce qu'il soit accueilli en héros. Et il s'est fait huer, chahuter, et il a dû écourter son discours après à peine 14 minutes sur les 20 prévus. Alors non, c'est pas juste un mauvais soir sur scène. Deux questions se posent tout de suite, et aucune des deux n'a de réponse simple. D'abord, pourquoi un public acquis à sa cause, un public de droite, jeune, libertarien, le rejette-t-il à ce point? Et ensuite, qu'est-ce que cet épisode dit vraiment sur l'état du mouvement Trump lui-même, à 95 jours d'une élection, que les républicains ne pensaient même pas devoir disputer? Faut savoir que ce n'est pas un accident isolé. Il y a une structure derrière, avec de l'argent, des conflits d'intérêts documentés, et une stratégie de campagne qui, à chaque nouvel arrêt, produit le même résultat. Plus les gens le voient en personne, moins ils l'aiment. Et je vais vous montrer, étape par étape, pourquoi ce moment sur scène n'est que la partie visible d'un problème que Vivek Ramaswamy a lui-même construit. Petite précision qui a son importance avant d'aller plus loin, parce qu'elle conditionne tout ce qui suit. Les faits sur ce qui s'est dit et faits sur cette scène viennent de plusieurs captations vidéo diffusées publiquement et reprises par des médias comme Newsweek et le New Republic. Les chiffres de sondage viennent de sondeurs identifiés, Impact Research et AARP entre autres. Et les éléments sur les investissements personnels de Ramaswamy viennent de son propre rapport de divulgation financière, un document public analysé notamment par Free Press. Ce ne sont pas des rumeurs, c'est écrit, filmé ou déposé officiellement. Alors revenons sur cette scène, parce que le détail compte. Ramaswamy s'adresse à cette salle de jeunes militants et leur serre une ligne qu'il a visiblement préparée à l'avance. La vraie division en Amérique, dit-il, ce n'est pas entre républicains et démocrates, c'est entre les gagnants et les pleurnichards, entre ceux qui veulent que l'Amérique gagne et ceux qui veulent que l'Amérique se plaigne. Et là, dans la salle, quelqu'un lui répond directement, en plein milieu de son discours, qu'il ne veut pas de centre de données près de chez lui. Ramaswamy ne recule pas. Il double la mise. Il dit essentiellement aux gens présents qu'ils sont tamés, jaloux, envieux de gens comme lui. Vous voyez le problème. Il n'a pas juste défendu une politique impopulaire. Il a traité son propre public de faible et d'envieux en direct devant caméra. Et puis vient la phrase qui a mis le feu aux poudres, celle qui explique vraiment pourquoi la salle a basculé. Un jeune lui répond dans l'échange qu'il est un political creep, une sorte de sensu politique, et qu'il doit dégager de la scène. Ramaswamy essaye de recoller les morceaux en disant que sa génération, la sienne, s'en sortira très bien, peu importe ce qui arrive. Autrement dit, moi je suis déjà riche, je suis déjà arrivé, débrouillez-vous. Ce n'est pas une gaffe de communication. C'est un aveu. Regardez bien ça, parce que c'est le genre de moment qu'on ne peut pas mettre sur le compte d'un mauvais micro ou d'une salle difficile. Ce sont des jeunes conservateurs, dans une conférence organisée par et pour la droite libertarienne, qui hurlent à un candidat soutenu par Trump de quitter la scène. Et il finit par vraiment partir en lançant un peace out, see you guys, avant de disparaître dans les coulisses sous une dernière salve de huées. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est un mauvais soir, un incident isolé, le genre de choses qui arrive à tout candidat, un jour ou l'autre sur la route des meetings. Sauf que ça ne tient pas. Parce que le schéma se répète, meeting après meeting, dans tout l'État de l'Ohio, depuis des semaines. Voilà où ça devient intéressant. David Pepper, le colistier de la candidate démocrate Amy Acton et candidat au poste de lieutenant-gouverneur, a suivi cette campagne de très près et il a fait un constat similaire, presque mot pour mot. Plus les électeurs de l'Ohio voient Vivek Ramaswamy en personne, moins ils l'apprécient. Pepper rappelle même que ça s'était déjà produit lors de la campagne présidentielle avortée de Ramaswamy en Iowa. Même schéma, autre État, autre élection. Ce qui est établi, c'est que Ramaswamy multiplie les sorties où il qualifie ses interlocuteurs de faibles ou d'envieux dès qu'on le questionne. Ce qui reste une interprétation, mais une interprétation partagée par plusieurs observateurs sur le terrain, c'est que cette agressivité est devenue sa méthode par défaut face à toute contestation, plutôt qu'un dérapage occasionnel. Et pendant qu'il traite les habitants de l'Ohio de pleurnichards pour leur opposition au centre de données, où était-il le 4 juillet,
jour de la fête nationale américaine, à Paris, en train de célébrer, apparemment au champagne, pendant que l'État qu'il veut diriger célébrait sans lui. David Pepper le résume avec une précision presque cinglante. Lui-même et Amy Acton étaient à Dayton, puis à Marietta, puis le lendemain à Versailles, dans l'Ohio. Ramaswamy, lui, était à Versailles, en France. Il a fait la fête à l'endroit qui porte le même nom que la petite ville qu'il snobait dans son propre État. Il a fait faire la fête à des milliers de kilomètres de l'État qu'il courtise et il traite ceux qui restent sur place, ceux qui vivent avec les conséquences réelles de ses politiques, de jaloux. Anything vient tu passes. Mais attendez, il y a un truc qu'on est en train de rater si on s'arrête à l'anecdote du voyage à Paris. Parce que le vrai sujet, c'est pas le tourisme de Ramaswamy. C'est ce qu'il défendait quand il traitait ces jeunes de pleurnichards, les centres de données. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une simple histoire de mauvaise ambiance sur scène pour devenir une histoire de conflit d'intérêts documenté. Ce sentiment que vous aviez en regardant cette vidéo, que quelque chose clochait dans la manière dont il défendait ces centres de données avec autant d'acharnement, il était fondé. Ramaswamy a construit toute une partie de sa campagne autour d'une expansion massive des centres de données et du minage de Bitcoin dans l'Ohio. Il veut faire de l'État ce qu'il appelle la Silicon Valley du Midwest. Le problème, c'est que d'après son propre rapport de divulgation financière, un document public analysé par la publication Free Press, Ramaswamy détient des investissements personnels dans pratiquement chaque maillon de la chaîne qu'il propose de développer et de réguler. Les fabricants de puces électroniques, les fournisseurs de matériel, les promoteurs immobiliers qui construisent ces installations et les entreprises technologiques qui les exploitent. Il détient des actions Nvidia directement et aussi via un fonds qu'il a lui-même cofondé, le Strive US Semiconductor ETF. Sa société Strive détient plus de 13 000 bitcoins, achetés pour l'essentiel à des prix bien supérieurs à leur valeur actuelle, et il conserve personnellement environ 10% des parts de cette société. Alors posons la question simplement. Si Vivek Ramaswamy devient gouverneur, c'est lui qui contrôlerait les commissions d'État chargées d'approuver les centres de données, de leur accorder des incitations fiscales et de fixer les règles tarifaires pour l'électricité qu'ils consomment. Autrement dit, l'homme qui traite les Ohioans de jaloux pour s'opposer aux centres de données serait celui-là même qui déciderait, une fois élu, du rythme d'expansion d'une industrie dans laquelle il a personnellement de l'argent investi, à chaque étage. Ce n'est pas une accusation en l'air, c'est ce que son propre document de divulgation dit noir sur blanc. C'est là que le tableau change complètement, parce que ce n'est plus une histoire de personnalité difficile sur une scène. C'est une histoire de conflits d'intérêts structurels documentés par les propres papiers du candidat. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce que ce serait malhonnête de ne pas le poser clairement. L'argument le plus solide que l'on peut faire pour Ramaswamy et ses soutiens, c'est que les centres de données représentent effectivement des investissements massifs, des emplois de construction et une place stratégique dans la course à l'intelligence artificielle que même des élus démocrates ailleurs dans le pays cherchent à attirer chez eux. C'est pas un argument ridicule. Beaucoup d'États se battent aujourd'hui pour accueillir ces installations et il existe une vraie logique économique derrière l'idée de vouloir en profiter plutôt que de les voir aller ailleurs. Sauf que cet argument s'effondre au moment précis où l'on regarde qui décide et qui paie. Un élu peut légitimement défendre les centres de données sans avoir personnellement de l'argent placé dans chaque étage de la chaîne de production qu'il s'apprête à réguler. C'est pas la politique elle-même qui pose problème ici. C'est le fait qu'un même homme fixerait les règles ET, en profiterait directement sans qu'aucune barrière ne sépare les 2 rôles. C'est exactement le genre de situation que les lois sur les conflits d'intérêts existent pour empêcher. Et c'est exactement ce que le gouverneur républicain sortant, Mike DeWine, semble lui-même reconnaître en critiquant certaines des méthodes de campagne de son propre camp. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement la question des centres de données en tant que tels. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que, à côté du conflit d'intérêts sur les centres de données, il y a un deuxième fil, presque plus frappant. La manière dont Ramaswamy attaque personnellement son adversaire, la docteure Amy Acton, avec des publicités que même des élus républicains de son propre État qualifient de fausses. Le gouverneur actuel de l'Ohio, Mike DeWine, un républicain qui a pourtant apporté son soutien à Ramaswamy, a lui-même déclaré publiquement que les publicités attaquant Amy Acton sur sa gestion de la pandémie de Covid, un œuf était inexact.
Le cœur de cette publicité, financée par un super PAC pro-Ramaswamy, prétend qu'Amy Acton serait responsable des mesures de confinement décidées dans l'Ohio pendant la pandémie. Sauf que DeWine répète depuis des années que ces décisions étaient les siennes, à lui, le gouverneur, et qu'Acton, à l'époque directrice de la santé de l'État, appliquait ces directives et non l'inverse. C'est le propre allié politique de Ramaswamy qui démonte publiquement l'argument central de sa campagne. Un ancien gouverneur de l'Ohio est allé plus loin encore, qualifiant certaines de ses publicités de carrément diffamatoires. Et selon des vérifications indépendantes publiées sur ces publicités, au moins 2 affirmations centrales ne résistent pas à l'examen des faits publics, tandis qu'une 3e attribue à Amy Acton une position qu'elle n'a jamais défendue. Attendez, parce que ça continue. L'une de ces publicités de Super PAC a même utilisé l'histoire personnelle d'Acton, ses antécédents d'abus dans l'enfance, comme angle d'attaque. Sa campagne a qualifié cette manœuvre de tentative délibérée de l'humilier publiquement. Vous voyez la mécanique, une campagne qui n'a pas l'effet de son côté sur le fond, alors elle attaque la personne. Et ces publicités ne sont pas gratuites. Elles sont financées par une machine à argent considérable. Un Super PAC nommé Victors Not Victims, vainqueurs, pas victimes, en écho direct à la fameuse ligne des gagnants contre les pleurnichards, a reçu 12 millions de dollars de la part de 4 milliardaires, dont 5 millions rien que d'Elon Musk, ancien partenaire de Ramaswamy, à la tête du Doge sous l'administration Trump. Au total, ces grands donateurs représentent plus de 88% du financement de ce Super PAC, soit environ 37 millions de dollars cumulés. Ramaswamy lui-même a en plus injecté 25 millions de dollars de sa propre poche dans sa campagne sous forme de prêts personnels. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas juste qu'un candidat ait de l'argent, c'est que malgré ces dizaines de millions de dollars déversés dans des publicités d'attaque, il n'a jamais été aussi impopulaire de toute cette élection. L'argent achète de la visibilité. Il n'achète plus la confiance. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai. Un candidat peut dépenser des dizaines de millions de dollars à attaquer son adversaire et perdre quand même du terrain à chaque fois qu'il ouvre lui-même la bouche. C'est là qu'on retrouve l'argent des billionnaires, celui de Musk et de ses 3 autres donateurs, l'argent des investissements personnels de Ramaswamy dans les centres de données et l'argent des publicités mensongères, tous connectés au même point. Celui qui promet de représenter les Ohioans les traite, dans les faits, comme des figurants dans son propre projet financier. Rappelons les chiffres, parce qu'ils comptent et qu'on ne va pas les laisser flotter dans le vague. Selon un sondage récent d'Impact Research mené du 24 au 28 juillet auprès de 800 électeurs probables, Ramaswamy devance Acton de justesse, 47% contre 46%, avec 7% d'indécis, un écart totalement dans la marge d'erreur de 3,5 points. D'autres sondages, notamment ceux cités par la campagne elle-même autour de la même période, ont montré Acton légèrement devant. Le message commun à toutes ces enquêtes, peu importe qui est en tête d'un demi-point ou 2, c'est le même. Cette course est à égalité quasi parfaite dans un État que Trump avait remporté largement. Et pour le siège de sénateur, le démocrate Sherrod Brown reste lui aussi en position de force dans les sondages face à son adversaire républicain. Pensez à ce que ça représente. L'Ohio, c'est pas un État pivot dans le sens classique du terme, comme la Pennsylvanie ou l'Arizona. C'est un État que Trump a remporté avec une marge confortable. Et pourtant, son candidat choisi personnellement pour le poste de gouverneur se retrouve à égalité, voire derrière, à 95 jours du scrutin, contre une ancienne directrice de la santé publique qui n'avait jamais brigué de mandat électif auparavant. Ce n'est pas un accident de calendrier électoral, c'est un schéma, et ce schéma dépasse largement l'Ohio. Il faut savoir que la cote de popularité nationale de Donald Trump lui-même traverse, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'une de ses pires périodes depuis son retour à la Maison-Blanche. Plusieurs sondages publiés fin juillet le plaçant sous la barre des 40 pour 100 d'opinion favorable, avec un net d'environ moins 20 points, un niveau plus bas que son pire moment lors de son premier mandat, après les événements du 6 janvier. Chez les électeurs indépendants, sa cote plonge encore plus bas. Chez les électeurs blancs sans diplôme universitaire, l'un des groupes qu'il a porté au pouvoir à 2 reprises, il est désormais en net négatif. Ce que je sentais depuis le début, c'était vrai, et c'est même pire que ça. C'est pas Vivek Ramaswamy qui a un problème isolé de communication.
C'est la marque Trump elle-même qui s'effrite, jusque dans les territoires où elle semblait la plus solide, portée par des candidats qui copient son style d'agressivité sans avoir sa base de soutien construite sur des années. Revenons avec moi à la question du départ. Comment un candidat adoubé par Trump se fait-il huer par un public qui devrait, en théorie, être son public le plus acquis ? La réponse qu'on vient de construire ensemble est bien plus large que ce qu'un simple clip viral pouvait laisser deviner. C'est pas juste un mauvais soir sur scène. C'est un candidat qui traite les gens qui doutent de ses conflits d'intérêts financiers de jaloux, qui finance des attaques personnelles jugées fausses par son propre camp politique et qui incarne, à l'échelle d'un seul État, l'effondrement plus large de la popularité de l'homme qui l'a poussé jusque-là. Ce n'est pas de la maladresse. C'est une manière de faire, répéter meeting après meeting, ville après ville, depuis des semaines. Le truc, c'est que pendant que tout ça se joue sur les plateaux de télévision et sur les scènes de conférences, ce sont les habitants de l'Ohio qui absorbent le coût réel, des factures d'électricité qui grimpent à cause de la demande énergétique massive des centres de données, des terres agricoles menacées de disparition, des frais de garde d'enfants hors de contrôle, des impôts fonciers en hausse, parce que l'État refuse de financer correctement les écoles publiques. Pendant ce temps, le candidat qui promet de résoudre tout ça possède sur le papier des parts dans l'industrie même qu'il devrait réguler. L'argument le plus solide de l'autre côté a sa cohérence économique. Mais il ne survit pas au moment où l'on regarde qui écrit les règles et qui, en même temps, en profite personnellement. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Il reste 95 jours avant le scrutin de novembre, assez de temps pour que d'autres publicités sortent, pour que d'autres millions de dollars de super PAC arrivent, et probablement pour d'autres moments comme celui de cette conférence, où l'écart entre le discours de campagne et la réalité vécue par les électeurs devient trop grand à ignorer, même pour un public a priori acquis. Que les grandes chaînes conservatrices n'en parlent presque pas, ce n'est plus vraiment un hasard. Un candidat hué par sa propre base, financé par les mêmes 4 ou 5 milliardaires à chaque cycle électoral, avec un conflit d'intérêts documenté dans son propre rapport financier, ce n'est pas exactement le genre d'histoire qu'un réseau proche de Trump a envie de mettre en avant à 4-15 jours du vote. Si un doute vous a traversé l'esprit en regardant ce clip de Ramaswamy hué hors de la scène, en vous demandant si ce n'était pas plus grave que ça n'en avait l'air, ce doute avait de bonnes raisons d'exister. La vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir si Vivek Ramaswamy peut regagner la confiance de son propre camp d'ici novembre. C'est de savoir combien d'autres candidats, dans combien d'autres États censés être acquis à Trump, sont en train de vivre exactement la même érosion, sans que qui que ce soit, pour l'instant, n'ait encore eu à la subir devant les caméras sur une scène de conférence. Si vous voulez qu'on continue à suivre cette course dans l'Ohio ensemble, avec les vrais chiffres et les vraies sources, plutôt que le résumé de 30 secondes qu'on vous sert ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître.